Je vous propose notre deuxième table ronde et j'appelle sur scène Nicolas Boutier de la Française des Jeux, Lydie Notabili d'Indigo et Théo, je l'ai vu Théo, et Théo Patry de Linge de la société Sodexo, ainsi que notre partenaire Éric Blanchard de c'était Ardis. Alors j'aurai la chance d'animer cette table ronde. Je vais commencer par les dames, parce que vous, Lydie, chez Indigo, vous êtes en charge de la transformation finance à la comptabilité. Oui. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait eu beaucoup d'appréhension, de crainte au départ quand vous avez prononcé le mot d'automatisation. Racontez-nous un peu. Effectivement, quand j'ai commencé à parler d'automatisation dans l'équipe, il y a eu de l'incrédulité. Il y a eu aussi beaucoup de questionnements. On va nous prendre notre poste, qu'est-ce qu'on va devenir demain? Et j'ai monté en fait une cellule avec mes responsables en leur présentant tout d'abord quels étaient les intérêts de l'automatisation. Pour ça, on s'est fait assister d'un cabinet externe, Ginini pour ne pas les nommer, qui sont venus leur présenter l'automatisation dans les grandes lignes. Pendant 15 jours, j'ai demandé à mon équipe, vous allez réfléchir aux process qui peuvent rentrer dans cette définition que vous avez entendue. Carte blanche, imaginez, prenez tous les processus qui sont chronophages, sans valeur ajoutée, qu'on n'a pas le temps parfois de faire et qu'il faudrait faire. 15 jours après, on a refait une réunion. Ginini nous a expliqué les processus que l'on pouvait automatiser. Et à partir de ce moment-là, on a lancé le process. J'ai choisi avec eux le process le plus long, le plus chronophage, le plus difficile peut-être aussi pour eux. On a travaillé pendant 2 mois. On a sorti ce process. Et ensuite, il y a eu une adhésion de l'équipe face à l'aide que ça pouvait apporter au quotidien. Le process était intégré comme un outil dans les calendriers de clôture et j'ai maintenu un rythme avec les équipes en leur disant maintenant qu'on a mis la première pierre, il faut continuer sur ce rythme, il faut qu'on identifie tous ces process pour aller de l'avant et pour aller au-delà à chaque fois que l'on peut pour que les équipes puissent monter en compétences et faire davantage d'analyse que des écritures ou des tâches chronophages. Bravo. Et du coup, l'adoption ? Elle s'est faite à 100%. Aujourd'hui, je retire le RPA. Je pense que j'ai une levée de bouclier, des piquets de grève. Très clairement, sans ces RPA, les clôtures ne seraient pas aussi sereines. Il n'y aurait pas autant d'analyse aussi. On travaille encore pour aller au-delà. Mais cette première pierre, elle est absolument ancrée dans les process et les équipes, ils sont complètement adhérés. Bravo. Bravo. Du coup, je me tourne vers vous maintenant, Nicolas. Donc, Nicolas de la Française des Jeux. Alors vous, si j'ai compris, quand on s'est parlé, vous aviez eu une approche qui était à la fois très centralisée, à la fois au niveau technique et organisationnel de l'automatisation. Quelles ont été ensuite les étapes pour convaincre vos directions de lancer ce projet d'automatisation à la FDJ? Alors, bonjour à tous, merci de me recevoir. En fait, nous, on avait le sponsorship du DG Finance, qui était convaincu de la chose, qui nous a aidé à aller convaincre la direction et les DSI d'y aller. Et avant de commencer à développer la moindre ligne de code, on a posé une gouvernance qui nous a permis de s'assurer qu'effectivement, on n'est pas des savants fous dans notre coin et on a des échanges avec les équipes d'architectes, de la sécurité informatique et juridique pour l'aspect DPO, de manière à s'assurer que les codes qu'on va développer seront fiables dans le temps. Ce qui rassure aussi nos clients internes. Comme ça, ils savent que ce qu'on développe, ça ne va pas planter dans 3, 4, 5 mois. Et on a aussi beaucoup réfléchi, notamment avec vous, UiPath, sur la structuration de notre offre technique. Est-ce qu'on est dans le cloud? Est-ce qu'on était on-premise? De manière à avoir quelque chose qui soit, encore une fois, robuste dans le temps et qui rassure nos clients internes. On avait des gens en face de nous qui étaient un peu inquiets aussi. On se disait, est-ce que ça va être encore un développement qui va planter dans 3 mois? Et aujourd'hui, grâce à ça, on est assez convaincus et on a des bons retours d'expérience qui montrent que ça ne plante pas. Parfait. Et du coup, quelle est la suite? Alors, la suite, ça a été de développer un premier robot, de faire le tour de tous les codiers pour leur montrer ce qu'on avait fait. Et en fin d'année 2022, on a mis 30 processus automatisés en place, ce qui nous a touché tous les métiers de l'entreprise. Et on a continué sur 2023 à glaner de nouveaux use cases parce qu'en fait, on se situe en cabinet de conseil. On essaye toujours de considérer que notre backlog il est vide en début d'année, d'aller chercher de nouveaux use cases et d'essayer un peu de gratter de l'information auprès des métiers. Ils nous demandent un besoin et on va regarder autour s'il n'y a pas des choses en plus à faire de manière à les conseiller et être un peu dans ce que vous décrivez, l'automation by design.
Parfait. Et quand vous avez fait le tour des CODIR, quels ont été les principaux freins, les remarques, les appréhensions les plus fréquentes? Ça ne marchera pas, on n'y croit pas. Et oui, mais que ça va nous prendre du temps. Et effectivement, les métiers, ça leur prend du temps parce qu'il faut qu'ils nous expliquent leurs besoins et puis ensuite qu'ils nous aident à recéter ce que l'on a fait pour s'assurer que ça va répondre à leurs besoins et qu'on a bien que le robot est conforme à leurs attentes. Et effectivement, c'est du temps pour eux, mais c'est un investissement parce que derrière, ils vont récupérer ce temps pour se concentrer sur des tâches qui seront à plus forte valeur ajoutée ou au contraire se recentrer sur de nouvelles fonctions. Très bien. Je me tourne vers vous maintenant, Théo. Alors, chez Sodexo, vous avez une approche plus pragmatique. C'est ça. C'est un petit peu différent. Chez Sodexo, on a vraiment une approche en se disant on va rapidement déployer quelque chose, un petit peu, pour ne pas citer Mark Zuckerberg, move fast and break things. Donc c'était un petit peu l'idée d'avancer et de rapidement avoir quelque chose, de manière à bousculer aussi un petit peu tout ça et à faire rapidement découvrir le RPA par la pratique, l'automatisation, par la pratique dans l'entreprise. Et donc on a vraiment eu cette approche. Donc quand j'en ai parlé avec un CEO d'un pays récemment, il m'a dit, alors moi Théo, je voudrais un chat GPT. Ok, pourquoi pas, mais d'abord décris-moi un petit peu tes pain points, décris-moi un petit peu quels sont tes problèmes, parce qu'on parle de persuader, on parle de convaincre, mais pour moi convaincre ça passe d'abord par écouter pour pouvoir proposer la solution adéquate, évidemment. Et donc il m'explique un petit peu ses besoins, notamment voilà, les équipes n'ont pas le temps, donc des problèmes classiques que je pense que vous entendez au quotidien. Et ensuite, je lui dis, OK, donc le RPA peut être une solution définitivement pertinente pour toi. Il me dit, OK, mais du coup, je veux 10 robots. Ok, 10 robots, pourquoi pas, on peut y aller, mais peut-être commençons par déployer un premier robot, et donc un petit peu une approche inversée, je dirais, où on a choisi un processus relativement simple, parce que dans tous les cas, il y allait avoir des petits problèmes, etc. Donc on s'est dit, on va commencer par un processus simple, pour venir dégager du temps aux équipes, parce que si on veut faire 10 robots, c'est top, mais si tu me dis que tes équipes aujourd'hui n'ont pas le temps, et qu'on veut faire 10 robots, il va falloir décrire des processus, etc. etc. Donc c'est peut-être plus pertinent de commencer par quelque chose de simple, dégager du temps, et venir réinvestir ce temps dans les prochains robots, en fait. Et de marcher avant de courir. Exactement, de marcher avant de courir. C'était vraiment l'idée de walk before you run. J'avais retenu la petite phrase catchy. C'est ça. J'avais une deuxième question qui est toujours intéressante. C'est, si j'ai bien compris, l'organisation de Sodexo, elle est très décentralisée. Et comment avez-vous réussi à imposer un standard dans une société qui est décentralisée? Alors, c'est un sujet qu'on rencontre beaucoup. Hein, oui. Alors, imposer, c'est un mot un peu fort, mais j'ai mis les guillemets. Avec des jolis guillemets. Non, alors effectivement, déjà, il y a tout ce côté d'écoute. Donc, avant d'imposer ou entre guillemets de vendre ma solution du centre d'excellence, ça va véritablement être de comprendre d'abord le besoin pour pouvoir l'adapter et faire du tailor-made pour répondre aux besoins, mais avec une méthodologie standardisée. Ça, c'est important de faire un petit peu la distinction. Aujourd'hui aussi, ce qu'on a fait, c'est grâce à ce walk before you run, donc marcher avant de courir, on a rapidement eu un premier résultat. Et donc, ce premier résultat s'appelait aux équipes, évidemment. Et donc, c'est beaucoup plus puissant lorsque ça va être, par exemple, le directeur financier de Sodexo Belgique qui va aller parler, qui va passer un coup de fil au directeur financier de Sodexo d'un autre pays pour lui dire bah, « Moi, j'ai des robots, sincèrement, ça marche pas mal. » Et c'est beaucoup plus puissant que si moi, je vais aller essayer de dire à un pays « Peut-être que l'automatisation est une solution pour vous. » C'est quelque chose qui va avoir beaucoup plus de puissance. Et donc là, ça va avoir un côté où même si aujourd'hui, c'est peut-être pas standardisé au niveau des pays, l'idée d'automatiser fait son chemin et va véritablement venir parler au pays et venir se rentrer dans cette méthodologie Sodexo. Ils sont consignés quelque part, tous ces cas d'usage, et diffusés. Parce que je vous pose ça parce que tous nos clients nous disent « Moi, j'aimerais beaucoup faire du reuse ». On a des patrons qui nous disent « Moi, je passe mon temps à voyager au sein des différentes filiales de mon entreprise. Je vois des idées formidables, mais on réinvente la roue à chaque fois. » Et notamment au niveau des automatisations. Oui, absolument. Ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on a remarqué également, où rapidement, en fait, en parlant avec différentes entités, Sodexo, différents pays, en fait, à travers le monde, il y a des cas qui se répètent, tout simplement. Ils ont des mêmes problématiques. Ça va être des réconciliations entre des paiements et des commandes, ce genre de choses. Ce qu'on a fait, de manière très concrète, c'est venir présenter les robots qui ont été faits dans différents forums qui aujourd'hui existaient déjà. Vous avez forcément des réunions des directeurs finances d'Europe, par exemple, et on est venu inclure l'automatisation dans ce genre d'agenda, dans ce genre de STIRCO, en simplement présentant un cas d'usage et simplement les gens pouvant lever la main et dire bah, « tiens, moi aussi ça m'intéresse ». Et jusqu'à quel point on peut venir copier-coller, entre guillemets, le robot et qu'est-ce qu'il faut venir modulariser pour l'adapter à la situation locale. Merci beaucoup. C'est ce que
j'encourage toujours mes équipes à organiser des Automation Day chez nos clients, puisque ça permet de diffuser et de partager ce qui se fait de bien au sein des entreprises. Alors Jérôme, chez Ardis, est-ce qu'il y a une secret sauce pour aider nos clients à convaincre leur direction de passer à l'automatisation à l'échelle? Bonjour à tous déjà. Je pense que les trois exemples sont assez différents dans la méthode d'approcher le déployer finalement l'automatisation. Et en fait, il n'y a pas de recette magique. Faut s'adapter à la culture de l'entreprise. Chaque entreprise a une culture différente. Donc on voit chez Française des Jeux qu'il y a eu un besoin d'embarquement global, de bien organiser les choses avant de déployer. Là où chez Sodexo, c'était plutôt parti en mode un petit peu start-up, c'est ce qu'on a évoqué en présentation. Donc c'est allé, on va dire, plus vite, mais avec une organisation peut-être moins structurée initialement. Là où sur la partie Indigo, il y a eu plutôt rapidement faire quelque chose de complexe pour démontrer la valeur rapidement avant d'arriver sur un déploiement plus large. Donc il n'y a pas de recette magique, il faut vraiment regarder les cultures des différentes entreprises et s'adapter à ça. Et on en parlait tout à l'heure aussi au moment du déjeuner. Il y a la partie aussi embarquement des équipes qui est hyper important. Des équipes IT, notamment, souvent on les laisse de côté, mais c'est primordial de notre point de vue de les intégrer dans cette méthodologie et dans l'organisation, dans l'AOM. On parle de centre d'excellence, on parle de processus. Et c'est hyper important de savoir quel est le rôle de la DSI, quel est le rôle des métiers, quel est le rôle de l'équipe transformation, quels livrables vont produire chacun. Et de structurer ça dès le début, ça va permettre, peut-être pas d'accélérer, mais au moins de fluidifier le sujet. Et l'accélération passe après par tous ces sujets d'identifier les bonnes opportunités. Et dans les bonnes pratiques pour démystifier l'automatisation, je me tourne vers vous, Théo, parce que j'ai bien aimé. Je crois que chez Sodexo, il y a même eu, on a mis un petit côté fun à l'automatisation. C'est ça. Le RPA, l'automatisation, c'est quand même un sujet qui peut être fun. Donc, ce qu'on a fait chez Sodexo, par exemple, les équipes ont le droit de nommer leurs robots. C'est-à-dire que, par exemple, on a un robot en Belgique qui s'appelle IPA pour Invoice Processing Automation. Bien sûr, de la part de la Belgique, je n'étais pas forcément surpris. Aussi, on a également d'autres robots qui vont s'appeler, en France, on a un duo de robots qui s'appelle Carlos et Carlita. On a eu des idées, les équipes qui ont, le jour où du go live du robot, qui ont envoyé un faire-part, en fait, avec, voilà, le robot, il fait tant de transactions par jour, etc. Un petit peu de la même manière que pour un nouveau-né. Voilà, donc il y a aussi un petit peu toute cette idée de venir rendre ça fun et de créer, en fait, cette nouvelle relation. On parlait un petit peu des équipes qui, aujourd'hui, il y aurait une levée de bouclier si jamais on leur enlevait, entre guillemets, leurs collègues robots. Et c'est un petit peu prendre cette habitude d'avoir un nouveau collègue qui est, entre guillemets, mon robot avec qui je travaille au quotidien, mon Carlos, ma Carlita. Ils ont des bureaux attribués ou non? Pas encore, non. Pas encore. Et pareil, même question chez vous, Lydie. Vous avez humanisé les robots? Alors, on ne leur a pas donné de petit nom encore, mais c'est une bonne idée, je retiens. Non, mais en tous les cas, les équipes se les sont appropriées. On essaye aussi d'essaimer au sein des autres services, au sein d'Indigo, justement pour leur dire quelle est l'utilité de ces robots, que la conduite du changement n'est pas impossible, que ça demande certes une mobilisation, mais qu'une fois qu'on est lancé dans cet engrenage, on n'a que des effets positifs. Mais il faut lancer la machine, il faut être motivé, il faut qu'il y ait des gens pilotes qui soient moteurs au sein de l'équipe, enfin de l'entreprise, pour pouvoir sortir des robots, mais non, et que ça ne soit pas une visibilité sur du 6 mois. Il faut quand même que ça... Moi, enfin, en tous les cas, le retour d'expérience que j'ai, c'est que plus ça sort relativement vite, plus les équipes adhèrent et plus on peut en mettre d'autres aussi en chantier. Parce que quand on en met 5-6 en développement, mais que ça dure pendant 1 an, le développement, les équipes s'épuisent, tout le monde est fatigué. Il y a le run qui rattrape de toute manière tout de suite les projets. Alors que si on en fait un, mais bien vite, c'est vrai qu'on voit tout de suite les effets sur les équipes. Parfait. Si vous aviez, Nicolas, un conseil à donner à une société qui souhaiterait se lancer dans l'automatisation, avec une direction générale à convaincre, ce serait quoi? De bien prouver qu'on va développer quelque chose de pérenne et après beaucoup communiquer. Parce que tout le monde s'attend, comme tu le disais, si jamais on le met en production très rapidement, il y a une bonne adhérence. Et donc communiquer sur le développement, sur la mise en production. Nous, on fait 2 comités par an RPA, où on invite nos clients internes et nos prospects internes à venir découvrir ce que l'on a réalisé sur les 6 mois passés, ce qui permet d'avoir un retour. On ne voulait pas que le RPA ce soit une boîte noire. On voulait au contraire montrer tout ce qui avait été fait et on a trouvé que c'était un bon moyen de communiquer. Et ça permet aussi au métier de se dire attends, si le marketing l'a fait sur un process qui est quasiment identique au mien, je peux peut-être me l'approprier et demander à ce qu'on fasse du reuse. Et
en communiquant beaucoup, je pense qu'on a un gros avantage. Ça permet d'onboarder les équipes et d'accompagner facilement le changement et de convaincre. Génial. Et du coup, ces automatisations, elles ont une visibilité au niveau de la direction générale aujourd'hui? Il y a une acculturation? Ça vient petit à petit, oui. Parce qu'on en a eu sur de nouvelles offres de services qui ont été lancées. On est intervenu sur du back-office, mais sur des nouvelles offres de services lancées par la Française des Jeux, notamment sur tout ce qui est paiement en point de vente. Aujourd'hui, on peut payer les amendes, sauf que ce n'est plus la réglementation du jeu, on est sur la réglementation bancaire, puisque on s'assimile à un établissement bancaire, puisqu'on collecte des fonds pour le compte d'eux. Sauf qu'on a 30 000 points de vente et que chaque point de vente doit aller s'enregistrer sur le site de la CPR en enregistrant un certain nombre de données. Donc un potentiel d'erreur qui était colossal et un temps qui était ultra chronophage. Et donc on a réussi à faire en sorte que ce soit le robot qui aille récupérer les données collectées et qui va les inscrire sur le site de la CPR, qui récupère également le numéro d'agrément pour venir l'inscrire dans nos propres bases. Et on a divisé le temps de traitement par 10. Et surtout, on n'a quasiment pas d'erreur. En fait, on a un taux qui aujourd'hui est avoisinant à 95% de taux de succès. Super. Et vous, Lydie, il y a la direction générale d'Indigo, elle a ça en visibilité ou elle se dit c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est cantonné au service comptabilité? Pas du tout. C'est surveillé, c'est apprécié et il y a une volonté de les développer. Aujourd'hui, il y en a un petit peu à la RH et on a un petit peu au marketing et on essaye de convaincre la DSE en particulier aussi d'en mettre. Il y a une personne qui a été recrutée justement pour nous accompagner en interne dans le développement et surtout dans la maintenance des robots parce que c'est quelque chose de crucial. Les équipes métiers n'ont pas le temps et pas les compétences pour le faire. Donc vraiment, il y a une volonté de la direction de développer encore davantage les process automatisés et d'aller au-delà avec l'IA entre autres. Merci. Et chez Sodexo, même question chez Sodexo? Même question. Alors, assez simplement, j'ai eu un steer-call il y a maintenant 2 mois avec le CEO donc de Sodexo, où on lui a présenté les gains faits par le RPA. Il a entendu parler de IPA, bien sûr, qui était un pilote assez important. Et la question qu'il nous a posée pendant cette présentation, c'était « Ok, c'est super. Aujourd'hui, les savings que vous faites, ça va dans la direction, dans notre transformation digitale, ça rentre parfaitement en cohérence avec la stratégie. Maintenant, comment est-ce que vous faites ça x10 ?» C'était clairement sa question. Il y a plein de gens dans la salle qui peuvent vous aider. On est là, hein, Théo. Pas de problème, on en discute. Mais voilà, concrètement, c'est ça donne très bien le ton et la ligne directrice. En fait, on sait que c'est le futur aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a plus de doute sur l'automatisation et son potentiel. Merci beaucoup. Jérôme, le mot de la fin? Un petit mot? Oui. J'ai 1 minute. 1 minute? Vous avez 1 minute. Il faut que je meuble 1 minute. Non, encore une fois, je reviens sur la recette magique. Je pense que ces 3 témoignages montrent bien qu'il n'y a pas vraiment de choix unique. Il faut vraiment s'adapter à l'organisation. Le sujet de communication qui est ressorti à chaque fois me semble primordial, à tout niveau, aussi bien niveau direction que niveau opérationnel, pour éviter ces levées de boucliers et ces accompagnements. L'aspect personnalisation des robots aussi, que je trouve... Nous aussi, on a un petit robot chez des clients qui s'appelle Nono le robot. Pour les anciens, ça peut leur parler, pour d'autres, les plus jeunes, peut-être pas. Donc je pense que c'est hyper important. Et cet aspect gain aussi, de ne pas mesurer que les gains financiers, il y a aussi des gains internes de qualité de service, etc., qu'il faut aussi mesurer et ne pas raisonner que financier. Je pense que c'est aussi très important d'un point de vue direction générale. Et ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup pour ces échanges transparents. Et Gareth.